pas tous les mêmes, n'emprunte pas les mêmes sentiers. Mais tout au fond de nous se cache un homme fort, prêt pour la conquête du monde entier. Je visualise mais je réalise pas, je veux pas que tu partes. Mais si c'est ton choix, je te retiens pas. En attendant, je prendrai sur moi, même si je tombe à chaque pas. Je compte me relever même si j'ai mal. Comme Léo, je veux mon Oscar, mon ballon d'or. L'espoir fait vivre quand le talent dort. Cette saison j'aurais tout donné comme Pierre Emery, prédestiné à dominer sur des cités d'or. J'ai tout donné, sans attendre en retour. Au départ on le faisait pour rien. Ouais. Bonjour Mickey. Bonjour Pasteur. Heureux de t'avoir sur le plateau d'Influence. Merci beaucoup. Donc, avant de rentrer pleinement dans les questions liées à toi et à tout ce qu'on veut partager ensemble aujourd'hui, je veux aller droit au but par rapport à l'influence. Qu'est-ce que l'influence selon toi? Alors pour moi, l'influence, c'est l'impact ou l'effet qu'a une chose ou quelqu'un sur un environnement, sur son environnement ou un environnement donné. Donc je pense que c'est vraiment à dissocier de la popularité, parce que je pense que les gens, lorsqu'ils entendent influence, et on dit ah c'est une personne influente, on se dit non, mais influent mais je le connais pas. Non, tu n'as pas besoin de le connaître en réalité pour savoir si la personne est influente ou pas. Par contre, les actes, les œuvres peuvent avoir influencé à un moment donné le temps ou l'environnement dans lequel on se trouve sans que, enfin, je dirais à notre insu, à ton insu ou la mienne. Il y a des choses qui se passent, il y a des décisions qui sont prises aujourd'hui rien que dans notre pays où ni toi ni moi ne savons qui a pris cette décision, mais cette personne-là est influente. Super. Qui est Mickey Badinga? Parce que beaucoup de gens te suivent et te connaissent en tant qu'artiste, et de ce qu'ils connaissent de toi, c'est seulement ou simplement ce que tu as montré au public. Mais selon toi, qui es-tu? Je pense que le premier point à noter, c'est que pour ceux qui me suivent, ils savent que donner une définition à Mickey, c'est assez compliqué. Dans le sens où il y a eu Mickey, Mickey Air, Mickey Rain, The Jim, The Ghost, et j'en passe. Donc en réalité, je pense que tout ça, ce sont aussi des étapes différentes dans ma vie et dans mon esprit pour tenter de me définir moi-même. Et je pense qu'au final, j'ai décidé d'être Mickey Air, au-delà du fait que je sois Mickey Badinga. Et donc, pour répondre assez succinctement, je dirais, de manière succincte, je pense que Mickey Badinga, c'est un melting pot de plusieurs cultures. C'est un melting pot de plusieurs activités aussi. Donc, je dirais que je suis quand même assez difficile à cerner. Dans le sens où, psychologiquement parlant, j'arrive à faire fonctionner mes deux cerveaux. Bon, on ne va pas développer ici le concept des deux cerveaux, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus cerveau droit et beaucoup plus cerveau gauche. Cerveau droit, ce qui est... bon, je n'ai pas envie de donner une fausse information, mais je sais que l'un des cerveaux, c'est plus ce qui est créatif et l'autre cerveau, c'est plus ce qui est administratif, carré, calcul. Et bizarrement, j'arrive à fonctionner dans ces deux domaines-là, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Mickey Badinga, c'est un artiste et un directeur administratif en même temps. Ce qui, pour beaucoup de personnes, est un peu antithétique, si je peux dire, parce que les gens aujourd'hui l'image de l'artiste comme étant quelqu'un qui a rien trouvé d'autre à faire, surtout dans le pays, dans lequel nous nous trouvons, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais bon, ça, je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard. En ce qui concerne, si tu veux, tu es gabonais. Est-ce que tu as toujours vécu ici? Comment a été, parce que tu as parlé de melting pot de plusieurs cultures, comment s'est fait, si tu veux, ton éducation? Comment est-ce que tu as évolué? Alors, je suis gabonais, comme tu l'as dit. Je suis né au Gabon. J'ai vécu 5 ans ici. Et puis, pour des raisons familiales, on est parti en Europe. Donc, le reste, tout ce qui est école primaire et début du collège, je pense jusqu'en 5e, je suis en France, donc j'ai évolué à Grenoble. Et ensuite, je suis rentré au Gabon, je pense de la 5e jusqu'à la 1re. Ensuite, je suis parti en France où j'ai obtenu mon bac littéraire. Et j'ai fait une école de commerce à Lille. Et aussitôt après l'obtention de mon diplôme, je suis parti aux États-Unis où j'ai passé environ 5 ans. D'accord. En termes de croyances, comment est-ce que tu te positionnerais? Aujourd'hui, aujourd'hui, je me considère comme un chrétien né de nouveau. D'accord.
Mais si on doit parler de l'origine, mon premier souvenir de la religion, je pense, ne vient pas avant que j'ai 9 ans. Ok. Tu vois, je pense qu'avant ça, on a dû passer devant une église une fois ou deux. Et l'image que j'avais de ça, c'était pas une image. Je voyais pas un bon Dieu dans Ok. l'église. L'église, c'était une église traditionnelle, catholique, un peu sombre. Bon, quand il n'y a pas la messe, c'est un peu comme ça que restent les églises. Hein. C'est dans le noir, mais en tant qu'enfant, l'image que j'avais n'était pas une image forcément bonne D'accord. de la religion. Et dans ma famille, à la base, on n'était pas vraiment religieux. D'accord. On était plus dans la tradition, avec tout ce qui est animiste. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, j'ai aimé ta définition, tu as dit que tu es à la fois un artiste et à la fois un directeur d'entreprise. Dans une entreprise de la place. Ma question par rapport au domaine artistique et musical, c'est qu'est-ce qui t'a conduit finalement à choisir la voie de l'artiste? Comment est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi? Est-ce que c'était une passion depuis que tu étais enfant ou ça s'est fait le long de ta marche, le long de ta vie, quoi? C'est une question marrante parce que je dirais que l'environnement m'a préparé. Avant moi, il n'y a pas de musicien dans ma famille, du moins je m'en souviens pas. D'accord. Mon père est professeur de comptabilité de formation, ma mère est professeure d'espagnol. Donc rien à voir avec tout ce qui est, justement c'est le côté carré dont je te parle. Et moi je pense que je suis un peu, déjà je suis le troisième et dernier enfant de ma fratrie. Et je pense que je suis le plus bizarre en fait. Le plus bizarre dans le sens où j'ai rien fait comme les autres. Mon frère était sportif, ma sœur a toujours été à fond dans ce qui est chiffres, comptabilité, banque, etc. D'accord. Mais moi j'ai toujours été attiré par ce que je comprenais pas. Donc très vite, je comprenais pas le multimédia, je comprenais pas la musique, je comprenais pas l'anglais, je comprenais pas tout ce qui est technologie, internet. Donc j'ai tout de suite été intéressé par ces choses-là et je pense que c'est un peu de là d'où ça vient à la base. Après, quand je te parle d'environnement, ma mère à la base est une très grande fan de Michael Jackson. D'accord. Et on avait tous les CD, tous les albums de Michael Jackson, toutes les éditions, je me souviens, History, tout, vraiment tout. Mon frère, c'est la première personne que je connais qui avait une collection, et quand je te dis qui avait une collection, je te parle des années 90, qui avait une collection de 100 CD. 100 CD, tu sais ce que ça représente à cette époque-là. Donc 100 CD originaux de toute la musique qui existe à ce moment-là en R&B et en soul. Et de l'autre côté, tu as ma sœur qui est à fond dans les études, mais qui est aussi très accro à la télé. Et son émission préférée à ce moment-là, c'est Hit Machine qui passait sur M6. Qui passait sur M6. C'était une sorte de petit événement comme on en voit aujourd'hui dans la musique, comme les awards ou les victoires de la musique. À ce moment-là, ça s'appelait Hit Machine ou Dance Machine, un truc comme ça. Et c'était les meilleurs sons du moment. Et en fait, j'ai grandi dans ça. En fait, j'ai grandi entre ces trois personnes. Moi, j'avais pas de chambre. Donc mon frère avait une chambre, ma soeur avait une chambre, maman avait une chambre. Et moi, je naviguais dans les chambres de tout le monde. Et donc, c'était un peu tout ça. Donc Michael Jackson d'un côté, de l'autre côté, c'est Tony Braxton, Babyface, et j'en passe. Et après, je me retrouve avec ma soeur où c'est ABBA, Aqua, c'est vraiment les Bon Jovi. C'est de la musique qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent croire. Surtout, quand on me regarde, on pense certainement que mes influences viennent des musiques actuelles ou certaines personnes beaucoup plus populaires. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir baigné là-dedans qui m'a mené à ça. Mais ensuite, il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on s'est converti. Et lorsqu'on se convertit, c'est vraiment c'est le christianisme radical. Et, maman, elle coupe totalement les ponts avec Michael Jackson. Elle coupe les ponts avec Michael Jackson, elle jette tout. Mon frère, lui, il s'intéresse beaucoup plus au sport, donc il arrête sa collection de musique. Il est à fond dans le sport, il devient
un mini musclore, on ne D'accord. sait pas trop. Ma sœur, elle s'intéresse plus du tout à la musique, parce qu'elle grandit, donc là je pense que bon, c'est des boyfriends, tout ce que tu veux. Et donc là, avec le nouveau contexte de l'église, on n'a plus le droit, on n'a plus vraiment accès à ce qu'on écoutait avant. Yeah. Et comme Dieu faisant les choses, on est au Gabon et on a un CRN. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a Génération Omega et il y a le groupe de danse. Et donc on se retrouve dans le groupe de danse, mais moi j'ai ce background de toute cette musique pop du monde. Mais je veux danser. Et genre quand on cherche la musique, le gospel, c'est pas forcément ce qui t'aide. C'est pas forcément ce qui t'aide à faire les moves que tu veux faire. Donc tu te dis bon ok, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution rapide. Et là mon responsable du moment, Issodier, il m'a sorti une phrase, je sais pas s'il s'en souvient même aujourd'hui, mais il m'avait parlé de Rodney Jerkins, qui à l'époque était un super producteur. Il a produit Jennifer Lopez et j'en passe. C'est vraiment l'un des plus gros producteurs que je connaisse et il était chrétien. Et donc là, j'ai trouvé mon exemple. Yeah. J'ai trouvé la voie à suivre et il m'a dit un jour, tu pourras être cette personne-là. Et je pense que j'ai à l'époque 13 ans. Et donc c'est là où commence Mickey Air en réalité. Okay. Donc je commence à m'intéresser aux logiciels de musique et je commence à créer des choses que j'appelle de la musique ou des instrumentaux. Mais en réalité, bon, c'est du gribouillis. Je viens de commencer, j'ai aucune expérience, autodidacte entièrement, j'ai pas fait d'école pour ça. Et c'est totalement ma passion, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est parce que je suis curieux, donc je m'intéresse à ça. Je cherche des gens qui utilisent ces logiciels-là pour apprendre un peu plus. Et certaines personnes te parleront de chance, d'autres personnes te parleront d'univers. Moi, je te dirais, c'est Dieu qui a fait en sorte que je vois. Et je vois un de mes cousins assis au cyber. Il est assis au cybercafé, il est en train d'utiliser un logiciel et je comprends pas trop le logiciel. Et il appuie des boutons et j'entends de la musique. Et je me dis, c'est ça qu'il me faut. Et à ce moment-là, c'est Fruity Loops. Mais j'ai pas les moyens enfin, je sais pas où est-ce qu'on le télécharge, je sais pas comment on fait. Je sais même pas si j'ai l'ordinateur pour. Et là, je te parle, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Et mon premier vrai contact avec Fruity Loops, c'est quand je repars pour mon bac, justement pour ma terminale en France. Je rencontre encore une fois quelqu'un, les gens te diront la providence, mais je rencontre un gars qui me charrie un peu et qui commence à devenir amical avec moi. Il sait pas pourquoi non plus, mais il me trouve cool. Et on commence à marcher ensemble et là, il me ramène chez lui un jour et je vois la première fois un petit studio, table de mixage et tout le tralala. Et là, il a eu son ordinateur et je revois Fruity Loops. Et donc là, je me jette, je te dis, à ce moment-là, je crois que j'ai 16 ans, je me jette, je dis non, c'est quoi ce logiciel, il me faut, j'ai vu mon frère, enfin mon cousin au Gabon et tout utiliser ça, j'ai besoin de ce logiciel. Et c'est là où il m'apprend tout. L'ami en question s'appelle Jean-Paul et je pense que c'est c'est le vrai début de ma carrière. Une question qui peut-être n'a rien à voir avec les questions que je t'ai posées, quoique. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin avec la hargne, avec l'envie, si tu veux, de vivre? Et qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit? Waouh! Ce qui me motive le matin, c'est une sorte de test. En fait, je fais des tests avec Dieu. Je pense que c'est très tard dans ma vie, environ vers 27, 28 ans, que j'ai commencé à comprendre réellement quelle était ma course sur Terre. Okay. Je pense que beaucoup de gens, et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de gens qui vivent et qui vont juste au travail, qui ont une famille, des enfants, mais qui n'ont pas de but au-delà de ça. Okay. Qui prennent ça je dirais pas pour acquis, mais il n'y a pas une course au-delà de ça et il n'y a pas de questionnement. Mais moi, dans mon parcours, je pense que, comme je t'avais dit, j'ai plongé dans le bain de l'église très tôt. Puis après, j'ai voulu en sortir. Mais le fait de plonger tôt a fait en sorte que ce soit un socle assez solide. Ce qui fait en sorte que, malgré les voies que j'ai pu prendre, à chaque fois, il fallait que je reparte vers Dieu. Tu vois. Yeah. Il fallait que je reparte vers Dieu. Et quand je suis rentré en 2012,
je partais plus à l'église, j'avais mon église aux États-Unis, mais quand je suis rentré ici, j'étais dans une phase de questionnement où je sais que quelques temps avant que je rentre, j'ai voulu me convertir au judaïsme, j'ai regardé à l'islam, j'ai regardé à beaucoup de sciences théologiques pour essayer de comprendre un peu le sens de ma vie, le sens de mon existence. Et j'en suis venu à la conclusion que c'est peut-être bête, hein, mais pour moi, le meilleur accès à Dieu n'est pas Dieu le mythe, mais Dieu le Père. Donc c'est-à-dire que un Dieu avec qui je peux avoir une relation, un Dieu avec qui je peux converser, un Dieu à qui je peux parler de mes problèmes, pas un Dieu à qui je vais réciter des choses. C'est seulement quand j'ai réalisé que c'était dans le christianisme que je retrouvais ça, que j'ai réussi à me poser d'autres questions sur moi-même. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que tu vas faire sur Terre? Tu vois, c'est bien beau, tu as fait des études, tu vas gagner de l'argent ou pas, tu vas te marier ou pas, tu vas avoir des enfants ou pas, mais pourquoi toi? Et pourquoi toi tu as envie et quelqu'un d'autre vient de mourir ou quelqu'un ne s'est pas réveillé, si je peux essayer d'atténuer les choses comme ça. Et là on se dit, il y a forcément quelque chose au-dessus, il y a quelque chose de plus grand. Et donc je pense que ce qui me motive, c'est voir l'impact de Dieu dans ma vie, en un, et réaliser que j'ai besoin d'impacter le monde de la même manière. Je dirais pas de la même manière que Dieu impacte ma vie parce que je suis pas Dieu et Dieu est beaucoup plus grand que moi, mais même si je peux pas avoir la même amplitude, je dois reproduire le même schéma. C'est une sorte de flow. Et Dieu fait les choses, quand on regarde le parcours de Jésus, c'est un parcours qui n'a rien de selfish, si je peux dire comme ça. Self-centered. Donc c'est pas égocentrique. Et je pense que ce qui me motive tous les jours, c'est devenir quelqu'un pour construire des gens. En fait, c'est devenir une sorte de porte, en fait. Donc comprendre les bases du succès, comprendre les bases de la vie, comment comprendre la vie pour pouvoir aider les gens à comprendre la vie aussi. En fait, c'est comme si je me donnais une mission pour convertir le plus de gens autour de moi à ne pas être programmé, métro, boulot, dodo, mariage, tout ce que tu veux, mais vraiment se dire que les bénédictions qu'on reçoit, en réalité, on les reçoit parce qu'on est une sorte de récepteur et Dieu il a donné quelque chose, tu vois. Mais en fait, il le donne pas pour toi. En fait, il te le donne, mais pas pour toi. Je sais pas juste pour toi. Ça a du sens, pas juste pour toi. Mais il le donne parce que toi, tu as réussi à capter, mais lui, il peut pas toucher tout le monde. En fait, je sais pas si ça... Je comprends très bien. Il peut pas toucher tout le monde. On va dire, il touche les gens au travers de toi. Il touche les gens au travers d'un autre homme. Et tu dois être ça, en fait. Et je pense que c'est en ça que je comprends que nous sommes la lumière du monde. Mais pour que la lumière fonctionne, il faut qu'elle fonctionne dans les ténèbres, sinon c'est pas la lumière. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, je suis béni pour bénir. Et c'est ça qui me pousse tous les jours à travailler, à donner le meilleur de moi. Parce que je me dis qu'en réalité, ma mission ne s'arrête pas à mon succès, mais s'arrête au succès de quelqu'un d'autre. Donc, tant que je ne vois pas que autour de moi, le succès est réel, il faut que je continue à me lever tous les jours parce que je suis pas au bout de la course. J'ai encore rien fait. D'accord. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Super. Je veux justement poursuivre dans la direction, si tu veux, que tu as ouverte, dans la voie que tu as montrée, par rapport à ta spiritualité. Tu parles beaucoup de Christ, de Jésus, de Dieu, et ceux qui te connaissent simplement en tant qu'artiste, de mon point de vue, peuvent ne pas du tout être conscients que Dieu a autant d'impact dans ta vie. Quand on écoute les chants que tu chantes, de manière générale, tu n'es pas un gospel artist. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne chantes pas Jésus. Okay? Donc, comment est-ce que tu réconcilies ta foi avec ta musique? C'est une question qui est valide, qui est très valide. Mais je pense que le premier élément de réponse vient tout d'abord de mon environnement. Comme on en parlait un peu tout à l'heure, le fait d'avoir grandi, du moins terminé mon éducation musicale aux États-Unis, là-bas j'ai l'impression que c'était un peu plus open à ce niveau-là, dans le sens où tu verras, après bon, c'est souvent dit
sur un ton sarcastique quand tu vois des artistes, des gangster rap artistes à la fin de leur album dire Thank you Lord for all the blessings. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient, c'était juste pas faux. C'est-à-dire que ce dont ils parlent, c'est leur histoire. Ils essayent juste pas de se dépeindre comme des gens parfaits. Et je pense que c'est la première erreur qu'on fait lorsqu'on se convertit. Et c'est même pas un problème qui se cantonne aux chrétiens, c'est un problème qui se cantonne aussi, qui touche même les non-chrétiens. Quand un non-chrétien te dit ouais, mais les chrétiens, c'est toujours les mêmes qui sont en train de critiquer, qui sont en train de faire ceci, les pasteurs, ceci. Avant tout, c'est des hommes. Mais ce sont des hommes qui ont pris une décision, c'est de mettre Dieu au centre de leur quotidien. Après, comment ils s'expriment, c'est vrai que ça peut être perçu d'une certaine manière, mais les deux réalités ne sont pas, pour moi, ne sont pas contradictoires. Ok. Donc, quand je parle d'amour ou de guerre, parce qu'il y a ces deux Mickey-là aussi, il y a le Mickey R qui chante, mais aussi le Mickey R qui rappe, et je pense que le Mickey R qui rappe est très très incompris au Gabon, dans le sens où les styles que je vais aborder, ou les paroles que je vais aborder ne seront pas forcément celles que d'autres artistes de la place vont utiliser, ni les formats, mais ça c'est dans mon souci, encore une fois, de faire plus grand que moi. Okay. Dans le sens où l'influence. Si on reprend, je dirais, si on retourne 5 ans plus tôt, et on repense un peu à l'industrie gabonaise, l'industrie musicale gabonaise, on va avoir un style très monocorde. Je me souviens, à l'époque, c'était l'artiste le plus populaire du moment, c'était Djerio, et personne ne pouvait faire de la musique et espérer être populaire en faisant sa musique. Et donc en réalité, ma quête, au-delà des mots, a été de prouver qu'en fait on pouvait puiser dans notre créativité et donner quelque chose d'autre. Commencer à créer une sorte de culture gabonaise. Parce qu'en réalité, même lorsqu'on cherche à aller plus loin dans nos racines musicales, le Gabon est un pays rythmique, pas un pays mélodique. On n'a pas une mélodie propre à nous. Après, peut-être que les experts nous diront le contraire, mais moi, selon ma recherche, je ne pense pas qu'on ait une mélodie propre à nous. Je pense qu'on a des rythmes et c'est ce qui fait en sorte que la musique urbaine d'aujourd'hui soit, ait été dans les années précédentes assez creuse, dans le sens où on se cherchait. On n'avait pas une référence. Quand tu pars au Cameroun, tu as le Makossa qui a influencé Michael Jackson. Okay. Quand tu pars au Congo, tu as la rumba, mais la rumba qui a influencé la musique latine. Okay. Donc même aujourd'hui, les gens qui font de la bachata, du reggaeton, ne savent pas que c'est par le mouvement des esclaves qui se sont retrouvés avec cette musique-là. Certains artistes aujourd'hui commencent à l'avouer. Mais au Gabon, on n'a pas réellement ce même terroir. Alors on a un terroir très fort en rythmique, donc tout ce qui est percussion, etc., mais pas forcément en mélodie. Et donc moi, mon approche face à la musique, c'est pas réellement suivez mon message, mais c'est réellement vous êtes capable de le faire. C'est ça qu'il y a derrière ce que je fais en fait. C'est-à-dire que faut pas qu'on se cantonne à ouais, mais on va encore faire comment, on est au Gabon, on n'a pas d'exemple, il n'y a jamais eu de grands artistes. Bon, si on sort des Akilingue et de comment ça s'appelle, Oliver Ngoma qui a eu un impact énorme. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il est gabonais parce que sa chanson Bané est partie, elle a traversé. Et je pense que même aujourd'hui, il y a dans des pays d'Amérique latine, dans toute l'Afrique, on connaît cette chanson, mais ils ne savent pas réellement que c'est un gabonais. Et quand on écoute même cette chanson, est-ce que les racines de cette chanson sont gabonaises? C'est un peu du zouk, musique un peu tropicale, ça n'a rien de gabonais. Pourtant, c'est un peu ça qui va poser le socle de notre univers musical. Et donc moi, mon approche, c'est pas réellement une approche au niveau du message, parce que mon message, je parle de mes tribulations. Okay. Je parle des choses que j'ai connues. Je veux pas être faux. Je veux pas te dire parce que je suis chrétien, j'ai pas eu de déception amoureuse, ou j'ai pas de tentation, ou j'ai pas des moments où je suis énervé contre X, Y, Z, où j'ai pas de fight, où j'ai pas d'ennemis. C'est pas vrai. Mais moi, je veux que les gens regardent à l'attention aux détails qu'on donne dans ces choses-là. Je pense que avant BGMFK, qui est
jusqu'alors mon œuvre la plus palpable, avant BGMFK, le goût pour les clips bien shootés, bien réfléchis et bien scénarisés n'était pas forcément de mise au Gabon. Je veux dire, je me souviens, et que quelqu'un vienne me dire le contraire, hein, mais Je pense qu'il y aura des gens qui vont dire le contraire, mais d'accord. il n'y a pas de souci. Mais je dis pas que c'est que BGMFK, et je dis pas que c'est que moi, mais je pense que ça vient à un moment où il y a plusieurs consciences qui se réveillent et qui décident de faire mieux. D'accord. Qui décident de faire. Et je ne dis pas que ceux qui étaient là avant n'ont pas fait les choses bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'attention au détail n'était pas forcément sur ces choses-là. D'accord. C'est le fait, si tu veux, de s'améliorer. De s'améliorer. Il y a une volonté justement à ce qu'on aille de l'avant et qu'on progresse dans ce qu'on fait. Exactement. Tu as parlé tout à l'heure de tes fights, tout en étant chrétien. Bon, je vais y revenir, mais avant, est-ce que ta spiritualité, donc ta relation avec Dieu, ta relation avec Christ, a un impact au-delà de ta musique, au-delà de ta carrière? Est-ce que Dieu, parce que tu l'as dit, mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait, comment est-ce que Dieu influence, impacte les autres domaines de ta vie? Comment? Je pense qu'il n'y a aucun domaine de ma vie où j'écarte Dieu. Ok. Du moins, j'essaye au maximum. Après c'est un travail constant. Je pense que c'est tous les jours qu'il faut continuer ce combat-là. Parce que je considère que être un homme, c'est aussi se souvenir qu'on a en nous deux mouvements totalement différents, deux mouvements totalement contradictoires. Et par ces mouvements, je parle de la chair et de l'esprit. Dans le sens où on est tous un peu en conflit face à certaines situations. Et je pense que c'est le premier point dont qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, c'est pas... Lorsqu'on a ça à l'esprit, on sait qu'on a toujours deux choix à faire, le bon choix ou le mauvais choix. Et ça s'apprend pas. Tu vois un chien, même le chien sait qu'il y a le bon choix et le mauvais choix. Tu vois un bébé, tu lui apprends pas le mal, tu lui apprends pas le bien. Et donc je pense que au-delà de la musique, à chaque instant de notre vie, on a toujours deux choix à faire. Et c'est toujours ces deux combats entre ces deux entités qui sont en nous en fait. Et je pense que Dieu sert de référence pour faire le bon choix. Et c'est en ça que je te dirais que l'impact de Dieu ne peut pas se cantonner qu'à la musique en fait. Je pense que même lorsque tu te réveilles, tu as toujours ces deux choix-là à faire et être attentif à Dieu peut te permettre de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Ok. Et je pense que c'est l'exposition à la parole de Dieu. L'exposition à la parole de Dieu, je pense que ça te prédispose à voir le monde d'une certaine manière. D'accord. Peut-être pas prédisposé parce que je pense que tout le monde dit la parole, mais tout le monde ne comprend pas de la même manière. Mais je pense qu'une exposition quotidienne va favoriser des choix, je dirais plus pas propices, mais des meilleurs choix pour toi en fait. Et moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé du conflit, des conflits intérieurs. Tu as parlé des fights qui transparaissent ou qui du moins transpirent dans ta musique et dans ce que tu fais de manière artistique. Ma question, c'est dans cette logique-là, parce que je suis bien conscient que lorsque quelqu'un fait quelque chose, lorsque quelqu'un réussit quelque chose, il y a toujours une part de souffrance derrière qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Donc ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'es pas devenu sans souffrance, sans fight, pour utiliser tes termes. Comment as-tu traversé ces moments de crise qui, au final, de mon point de vue, ont contribué, dans une certaine mesure, à faire de toi la personne que tu es devenue? À un moment, tu as parlé aussi même du fait, toujours par rapport à Christ, par rapport à Dieu, etc., tu as parlé du fait qu'à un moment, tu as voulu t'éloigner au maximum de l'Église. Et tu as parlé effectivement de comment tu es revenu et qu'est-ce qui a aidé à ce que tu reviennes. Mais ta période creuse, ta période difficile, ta période de souffrance, comment tu l'as traversée? Est-ce que tu peux donner un exemple personnel? Le plus grand exemple, c'est ma dépression. Alors je pense que j'ai souffert de dépression pendant tout mon séjour aux États-Unis. Je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais je me pose énormément de questions et je pense qu'il y a plusieurs mots qui remontent à la surface parce qu'il y a
la perte de ma grand-mère à la base. Il y a la difficulté dans un pays que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas été exposé à... Vraiment, les États-Unis, pour moi, c'est un monde différent. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis et le reste du monde. Et j'ai été exposé à des réalités là-bas auxquelles je n'ai jamais été exposé plus tôt, en fait. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais ma sœur qui s'occupait de tout. Et quand je te dis tout, c'est... Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai fait des études enfin, j'ai fait une école de commerce, c'est ma sœur qui a choisi l'école pour moi. Moi, j'avais en tête, tout ce que j'avais, c'était aligner 2-3 notes et puis j'allais faire un diplôme en infographie et puis j'allais m'arrêter là. Moi, c'était tout ce qui m'intéressait. Et donc, arrivé aux États-Unis, je dois commencer à faire des choix moi-même. Je dois commencer à réfléchir sur la suite. Qu'est-ce que je deviens? Comment est-ce que je vis? Quelle est la vision de vie? Et à ce moment-là, je suis au plus bas parce que loin de Christ. Loin de Christ, je me bats contre des addictions, contre des mauvaises fréquentations. Je me bats contre moi-même parce que ne sachant pas réellement qui je suis. Et c'est ça la multiplication même des noms en fait. La multiplication, au début c'est Young Mike the Ghost, The Jim, Mickey, après on revient. Je savais réellement pas où j'étais, ni qui j'étais. Et vers la fin de mon séjour aux États-Unis, je recommence à aller à l'église. Je pense que c'était un peu dû à maman. Maman est venue pendant un séjour et puis elle a vu, tu pars pas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, tu reprends. Et puis, je vais dans cette église à Boston, à côté de là où j'habite en Virginie, qui est un culte totalement atypique. Alors, c'est atypique dans le sens où ils font le culte le lundi, pas le dimanche. Parce que le lundi, la plupart du temps, pour les universités qui sont autour, c'est un jour assez free. Donc, c'était vraiment le culte de l'étudiant. Donc, je vais à ce culte-là, et là, tout le monde est habillé en jeune, en fait. Et là, pour la première fois, je vais à une église qui est totalement différente. Parce que moi, je suis habitué à la base Bethany. Après Bethany, CRN. Bon, CRN, c'était pas aussi dur que Bethany, je pense, en termes de framework, format. Mais là, quand j'emmène maman dans cette église, maman m'a dit c'est quoi ça? C'est pas l'église. Mais pour moi, c'était salvateur dans le sens où je me retrouvais. Je retrouvais Dieu que j'avais cherché en fait. Je retrouvais une sorte de stabilité dans ma façon de réfléchir. Et je pense que c'est là où je me dis que les deux ne vont pas à l'encontre l'un de l'autre. C'est-à-dire que je peux continuer à être un artiste et continuer à croire en Dieu et être un fervent chrétien et vivre selon les lois de Dieu. Ça ne m'empêche pas de mettre un jean destroy. Après, bon, je suis allé très très loin. J'ai fait des choses qui m'ont de manière temporaire éloigné de mes parents, dans le sens où j'ai eu des tatouages, j'ai eu des longs cheveux, j'ai eu des piercings. Mais tout ça, c'était dans un élan de quête de recherche de soi. Et donc, pour sortir de la dépression, encore une fois, ça a été Christ. Ça a été Christ. Et plein de gens ne le sauront pas parce que ma musique ne parle pas de Christ. Mais je pense que j'essaie de montrer par l'excellence que j'essaie d'apporter dans ma musique son impact sur moi en fait. Où je vais prêter attention à des choses où je sais qu'au début de ma musique j'étais quand même assez vulgaire. Surtout que j'ai commencé en anglais. La musique, le rap en anglais, c'est très facile de rentrer dans tout ce qui est vulgaire. Et depuis un certain temps, j'ai mis un point d'honneur à retirer les insultes en fait. Ok. Il peut y arriver quelques mots glissent, mais mon message n'est même plus un message de haine en réalité. Mon message, c'est réellement un message qui est basé sur ma réalité et je parle de mes tribulations. D'accord. Est-ce qu'il y a, selon toi, un défaut
J'ai envie de dire un défaut majeur qui a joué un rôle de restriction dans ta vie. L'orgueil. L'orgueil. C'est aujourd'hui, je fais des choix et je réalise des choses qu'on m'a suggérées, ordonnées, prescrites il y a 10 ans. Et je disais non, tu sais pas de quoi tu parles, moi je sais exactement. Mais à partir du moment où tu rentres dans du moi, tu comprends pas réellement ce qui t'est dit. Et je pense que l'orgueil a été pour beaucoup d'aspects de ma vie, de points l'orgueil et l'ego. Et je fais vraiment la différence parce que quand on parle d'orgueil, on voit la personne qui refuse lorsqu'on lui donne, lorsqu'on lui dit de faire quelque chose. Mais par l'ego, il y a aussi tout ce qui nourrit que ton ego. C'est-à-dire que la fourberie, les tromperies, être faux en amitié, en amour, ça vient de l'ego. Et je pense que ces choses-là m'ont ralenti dans ma vie, dans plusieurs, m'ont ralenti face à plusieurs opportunités que j'aurais pu avoir et à plusieurs accomplissements que j'aurais pu faire ou du moins vivre si j'étais allé, si j'avais dépassé ce défaut-là. D'accord. Avant de parler d'abord de toi spécifiquement par rapport à tes projets futurs, comment toi tu perçois la musique ou le futur de la musique au Gabon? Où est-ce que tu penses qu'on sera dans les 5 prochaines années et comment tu comptes contribuer à nous emmener dans cette direction ou pas? Alors, je pense que ces dernières années, on a vu beaucoup d'artistes éclore et je pense que plus ça va, plus le niveau commence à atteindre des bons standards. Dans le sens où techniquement les sons commencent à vraiment sonner de manière internationale, tu commences à moins sentir la différence entre une chanson faite. Pour l'instant, je pense qu'on a encore du chemin, mais dans la sous-région, je pense qu'on commence à récupérer l'avance qu'on avait parce que faut pas oublier que musicalement, le Gabon était un précurseur. Okay. Il y a eu des premiers groupes, l'un des premiers groupes qui était signé, qui était reconnu à la SACEM, enregistré à la SACEM. On a eu des groupes qui sont allés très loin, même des groupes qui restent actuels, Mauvaise Haleine, qui ont poussé à un autre niveau. Mais je pense que dans les prochaines années, déjà même dans les années dans lesquelles on vit, je pense qu'on commence à avoir de belles choses. On commence à avoir des collaborations internationales, comme on en voyait il y a 10 ans, ou même encore plus grandes, parce que même avant, c'était des feats qui étaient, ça paraissait un peu arrangé, un peu décousu, j'ai envie de te dire. Mais aujourd'hui, ça colle. Okay. Donc je pense que dans les prochaines années, ça va vraiment prendre. Maintenant, moi, comment je compte m'y prendre pour participer? Je pense déjà que l'impact BGMFK a été probant et je pense que je veux continuer dans cette lignée-là, dans le sens où je suis le producteur de BGMFK à la base et je veux maintenant produire beaucoup plus grand. Je veux toucher d'autres domaines, d'autres musiques, d'autres genres, et je pense que c'est là un peu où se trouve mon futur dans la musique en tout cas. D'accord, super. En ce qui concerne tu as parlé de ton futur, l'une des choses que tu as fait ressortir, c'est que tu as réussi à associer, ou du moins à ne pas faire clasher ton métier avec ta passion. Tu vois, comment tu y arrives au quotidien? Je pense que les deux ne sont pas si différents l'un de l'autre. Okay. C'est juste des activités qui sont différentes. Par contre, les procédés dans l'un comme dans l'autre sont les mêmes. Et je pense que c'est même ceux qui m'aident. Donc, je pense que le côté administratif de mon métier de journée, comme je l'appelle, moi je suis un peu comme Batman, la journée je suis en entreprise. Bruce Wayne, le soir tu es Batman. Exactement, tu vois. Et je pense que c'est ce côté strict là, ce côté où il y a toutes ces règles là qui te permet justement d'être carré en fait. Ça te permet d'être carré, ça te permet de planifier les choses. Les gens se demandent non mais il n'y a pas de nouvelles chansons. La réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles chansons, c'est qu'on planifie tellement tout. Et si les choses ne sont pas alignées, moi je les fais pas. Et donc je pense qu'en réalité, c'est ça qui se passe. C'est que
mes deux personnalités, mes deux métiers me permettent de survivre dans l'un comme dans l'autre. Parce que quand je suis au travail aussi, ce qui me permet de rester focus, c'est quand j'ai mes moments où je m'évade. Donc je pense que c'est ce qui me permet d'atteindre un certain équilibre en réalité. D'accord. En parlant du futur, parce que tout à l'heure on a parlé un peu de toi et tu as touché un peu à cet aspect en ce qui te concerne par rapport à la musique gabonaise. Mais en ce qui te concerne, toi, est-ce que tu as des projets futurs déjà définis et dont tu peux parler? Énormément. Je pense que mon cerveau est toujours à la quête de la prochaine idée, de quelque chose de différent. Et je pense que, déjà, le premier point qu'il faut noter, c'est que je me suis mis une date d'expiration à la musique en tant que chanteur. D'accord. Je me suis mis une date d'expiration parce que je me dis, ok, I need to make money. Ok. Tu vois, donc je fais la musique parce que c'est ma passion, je suis devant parce que je savais même pas que j'allais être là où je suis aujourd'hui. Je fais de la musique parce que réellement c'est un moyen d'expression. Mais je pense que dans le futur, j'aimerais me lancer dans d'autres choses. Il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, notamment tout ce qui est décoration, tout ce qui est architecture. Donc je pense que l'immobilier c'est un point qui m'intéresse et j'ai déjà des partenaires avec qui on travaille dans ce sens-là. Et mon travail actuel m'a permis de rentrer réellement dans tout ce qui est construction, dans tout ce qui est maintenance, dans le côté technique. Je sais comment on construit un immeuble. Tu vois, donc je sais comment on construit un immeuble, comment on le maintient. Donc c'est ces choses-là, ce sont ces expériences-là qui me permettent d'envisager d'autres choses. À part ça, bon, c'est encore dans la musique, mais c'est aussi du côté business. Je me dis, il y a un problème d'exutoire au Gabon, il n'y a pas de salle de concert, il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas de bibliothèque, il y a énormément de choses à faire. D'accord. Et ça, ce sont des points sur lesquels j'ai envie de travailler. Après, mon projet ultime, j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, mais enfin pas dans les détails, mais ce serait, c'est quand même rattaché à Christ encore une fois. Mon projet ultime, c'est faire une sorte de méga church comme on en voit aux États-Unis. Parce que je pense qu'autour de ça, je pourrais avoir tout ce qui me plaît. Je peux avoir un studio de musique, je peux créer une bibliothèque, je peux avoir un centre où on accueille des jeunes défavorisés, où on peut avoir une fondation. Et tout ça, c'est sous Christ en réalité. Donc ça, c'est mon but ultime. D'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Super pour l'échange, le partage avec toi. Merci Et je pense que ça va être majeur pour ceux qui vont nous suivre et pour ceux qui nous ont suivis du moins. J'ai une dernière question et je pense que c'est avec ça que je veux finir en te donnant la parole bien entendu. C'est que dirais-tu à ces jeunes, peut-être un peu moins jeunes, qui voudraient faire comme toi, qui t'ont observé, qui ont vu ton parcours, qui t'ont écouté aujourd'hui et qui s'est dit je veux être comme lui. Quels sont les conseils que tu donnerais? Je pense que j'ai deux conseils à donner. Le premier conseil, c'est mon motto WhatsApp, c'est Only God. À la fin de la journée, les choses vont, elles viennent. La célébrité, c'est cool, c'est marrant, mais les mêmes personnes qui te suivent aujourd'hui te suivront plus demain, ils vont suivre la prochaine chose la plus intéressante. Donc, sois focus sur ta mission sur Terre. Et je pense qu'on trouve sa mission sur Terre en Dieu en réalité. C'est lui c'est lui qui nous guide et qui nous aide réellement à taper dans notre vrai potentiel, je dirais. Et en deux, le jour commence à minuit, c'est-à-dire qu'à minuit c'est la nuit noire. C'est pas parce que c'est la nuit noire que le jour va pas se lever. Okay. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça peut aider quelqu'un. Tout ne paraît pas facile ou tout ne paraît pas super beau de prime abord, mais la réalité c'est que le jour commence à minuit et ça commence pas à midi. D'accord. Donc on commence pas à réussir ou à être adulé du jour au lendemain. Du moins midi ça fait déjà 12 heures que le jour s'est levé. Yeah. Donc la réalité c'est que le combat commence même lorsqu'il n'y a rien autour, lorsque personne n'est à côté de toi. Donc si je peux dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas parce que tu n'as pas tout et c'est pas parce que c'est pas le soleil, à son zénith que tu n'es pas dans la bonne direction. D'accord. Et lorsque le soleil est à son zénith, il a une seule trajectoire, c'est qu'il descend. C'est le bonus. Super.
Merci beaucoup, Mickey. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau d'Influence. Et donc à très vite, hâte de voir la suite, de voir ce que Dieu va faire avec toi et de ce que tu vas faire avec les autres. Amen. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci de penser que je suis là. Je visualise mais je réalise pas. Je veux pas que tu partes. Mais si c'est ton choix, je te retiens pas. En attendant, je prendrai sur moi. Même si je tombe à chaque pas, je compte me relever même si j'ai mal. Comme Léo, je veux mon Oscar, mon ballon d'or. L'espoir fait vivre quand le talent dort. Cette saison, j'aurais tout donné comme Pierre Emerick. Prédestiné à dominer sur des cités J'ai d'or. tout donné, sans attendre en retour. Au départ, on le faisait pour rien, pour rien. Ouais. J'ai tout donné, encore plus chaque jour. Les miens et moi, on vient de loin, de loin. Ouais. On vient de loin, de loin. Nous, on vient de loin, de loin. Oui, on vient de loin. On vient de loin, de loin. Quand j'y pense, mon premier studio était en planche. Aujourd'hui je fais des showcases dans les villes de France. Et partout dans le monde, on va traverser le globe. Instant de ground, cellule 71.